voir votre profil. Alors, sans plus tarder, la séance d'aujourd'hui, nous allons essayer de voir comment on peut trouver une bonne revue où on peut publier son travail. Comment trouver une bonne revue où on peut publier son travail de recherche. Comme vous le savez, comme vous l'avez remarqué hier, un travail de recherche va prendre du temps. Un travail de recherche va prendre du temps et nous devons nous rassurer que le travail de recherche a été soumis dans une bonne revue. Pour ne pas dire, ah, si je savais. Alors, dans la présentation d'aujourd'hui, nous allons essayer de voir comment on peut choisir une bonne revue. Nous allons essayer de vous expliquer pourquoi ne pas mettre son article dans n'importe quelle revue. Un article pour lequel vous avez fait très longtemps en train de travailler, vous devez vous rassurer qu'il a été logé dans une bonne revue. Nous allons voir comment choisir une revue, comment trouver une bonne revue, et après avoir trouvé la bonne revue, comment les procédures à suivre pour publier dans cette bonne revue. Alors, comme je vous le disais tantôt, une fois vous aurez créé vos profils, vous avez déjà un profil sur Google Scholar, vous avez déjà un profil sur Orchid, vous avez un profil sur DLBP. Si votre article n'a pas été publié dans une revue connue, il ne va pas s'afficher sur votre profil et ça sera déjà un temps perdu pour vous. Alors, comme je le disais, sans plus tarder, la présentation d'aujourd'hui, nous allons parler de la publication scientifique et visibilité. Lorsque vous avez publié, il faudrait que vos travaux de publication soient visibles. Rappelez-vous, dans la Bible, on dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table. Le travail que vous avez fait, vous devez l'exposer à une audience, n'est-ce pas, qui sera capable de lire ce que vous avez fait. Ça ne sert à rien de publier un article après l'avoir publié et vous allez chaque fois venir vérifier après une année, 0 citation, vous revenez après 2 ans, 0 citation, vous revenez après 10 ans, il y a une seule citation et la citation là, c'est le deuxième article que vous avez écrit. Et vous trouvez que vous n'êtes en train d'être cité que par vous-même. Alors, dans la publication scientifique et visibilité, le premier élément, nous allons d'abord comprendre que la publication scientifique joue un rôle central dans la visibilité et la crédibilité des travaux de recherche. Publier dans une revue indexée, notamment dans des bases reconnues comme le Scopus ou le Web of Science, permet non seulement de garantir la qualité scientifique grâce au processus d'évaluation par les pairs. Voilà le premier élément. Lorsque vous avez publié dans une bonne revue, nous nous rassurons que les données que vous avez mises dans votre article ont été déjà vérifiées par d'autres chercheurs. Et ces chercheurs ont validé votre contenu. Ils ont dit, oui, ce contenu est correct et il peut être publié. La publication, mais aussi dans une revue indexée, va permettre d'assurer une large diffusion auprès de la communauté académique internationale. Vous avez fait une découverte. Par exemple, vous avez trouvé une nouvelle manière de planter les haricots. Lorsque votre recherche a été publiée dans une revue reconnue, tous les autres chercheurs au monde entier vont profiter de vos recherches. Cette visibilité va favoriser les citations, les collaborations, l'impact des recherches
qui sont des éléments essentiels pour la progression académique et professionnelle. Alors, à l'inverse, publier dans des revues non indexées ou des revues peu reconnues va limiter fortement la portée des résultats et peut nuire à la reconnaissance du travail scientifique. Mais alors, il y a un élément très important. Avant que nous ne puissions parler des types de publications, avant qu'on ne puisse parler des revues de publications, nous savons que parmi nous, il y a des individus qui ont déjà publié chez X ou chez Y. L'objectif de cette présentation n'est pas de dire tel a publié dans une mauvaise revue, tel a publié dans une mauvaise revue. Non. Nous sommes en train de prendre une hypothèse selon laquelle nous tous, nous n'avons jamais publié. Nous aurons aujourd'hui les informations de comment publier et nous allons maintenant commencer à publier. Donc, cette présentation n'est pas là pour juger les publications antérieures que vous avez déjà faites. Non. Elle n'est pas là pour dire ceci est bon ou cela est mauvais. Non. Mais c'est un guide qui vous fait mieux comprendre le monde de la publication scientifique parce que vous êtes aussi des scientifiques. Voilà. Je pense que cette remarque a été bien comprise. Nous ne sommes pas là pour dire tel avait publié dans de mauvaises revues. Non. Si vous aviez déjà publié chez X ou chez Y, il n'y a pas de problème. Seulement aujourd'hui, nous voulons parler du processus de publication. À la fin de cette présentation, nous serons déjà capables de connaître les types de revues. Nous allons connaître les revues prédatrices. Nous allons connaître comment soumettre un article et nous allons finir en donnant la lettre que vous allez accompagner lorsque vous êtes en train de faire une soumission. Alors, sans plus tarder, nous allons d'abord donner certains types de documents qui peuvent être produits après la recherche. Le premier type de document qu'on peut produire, nous l'appelons une revue ou encore un journal scientifique. C'est quoi une revue ou un journal scientifique? C'est une publication périodique qui publie des articles évalués par des experts. Là, il faut souligner, des articles évalués par des experts. Et ces experts, on les appelle des pairs. En anglais, on parle de peer review. En réalité, qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous avez écrit votre article sera envoyé à d'autres chercheurs au monde entier qui sont dans le même domaine que vous. Ça peut être des étudiants, ça peut être des enseignants ou ça peut être d'autres professionnels de votre domaine. Et lorsque ces individus-là vont lire votre article, ils peuvent vous demander de corriger. Ils peuvent vous demander d'améliorer certains éléments. Et lorsque ces améliorations ont été faites, votre journal ou votre revue sera accepté pour la publication. C'est ça donc la première catégorie. Et quelles sont les caractéristiques d'une revue? Les publications sont régulières, sont par exemple mensuelles, trimestrielles ou semestrielles. Le processus de lecture est rigoureux. Voilà, donc vous serez lu par des experts de votre domaine. Les articles sont larges et sont détaillés, donc vous devez tout expliquer. Une introduction, une méthodologie, une revue de littérature, un traitement des données, les résultats et la conclusion. Et ce sont des articles qui ont une haute crédibilité. C'est ça la première catégorie. La deuxième catégorie qui existe, c'est ce que nous appelons les
conférences scientifiques, qu'on appelle encore les conference papers. Les conférences scientifiques sont des articles qui sont publiés dans le cadre d'une conférence. Et les articles seront présentés oralement ou en poster. C'est-à-dire, vous avez effectué une recherche, vous avez trouvé des résultats, et on va vous dire, la conférence va se tenir tel jour. Et alors, vous allez présenter, vous irez présenter les résultats de votre recherche. Là, on va dire que vous avez fait un article scientifique de conférence. Alors, les caractéristiques, ce sont des publications rapides. Par exemple, dans 2 ou 3 mois, vous pouvez déjà publier votre article de conférence. Nous avons, les articles sont généralement courts. Ils sont parfois de 3 à 5 pages. Ils sont très innovants parce qu'ils présentent les résultats des recherches. Et les articles, ce sont des articles aussi qui seront révisés par des pairs. Mais ils ne sont pas aussi stricts que les journaux et les revues. C'est ça la deuxième catégorie. À la fin de la présentation, dans les exercices, nous allons vous montrer comment on peut trouver une revue ou publier. Nous allons vous montrer comment on peut trouver une conférence. La troisième catégorie, nous les appelons des proceedings ou encore c'est l'ensemble. Par exemple, dans une conférence, si vous avez présenté à 50, tous ces articles, tous les 50 articles seront regroupés dans un document, dans un livre officiel qu'on va appeler un proceedings. Alors, généralement, lorsque vous avez présenté dans une conférence, vous avez la possibilité d'acheter tous les documents-là dans lesquels se retrouvent toutes les présentations des différents membres qui étaient dans cette conférence. Donc, le proceeding est directement lié à la conférence. Un autre élément, ce sont les prépublications ou que nous appelons encore les preprints. C'est quoi un preprint? Généralement, la publication dans une revue va prendre 3 à 12 mois. Donc, par exemple, maintenant, nous sommes au mois de mai. Si vous publiez maintenant, si c'est rapide, vous pouvez avoir les résultats après 3 mois. Nous sommes déjà en août, septembre, octobre. Mais il arrive des moments où vous avez déjà fini votre article et vous avez déjà trouvé des résultats, mais vous ne voulez pas attendre les longs processus de traitement de votre article. Alors, les résultats que vous allez trouver, vous allez les rendre publics. Et ces résultats-là, le fait qu'il n'a pas encore été traité par les pairs ou encore il est en train d'être traité et les résultats n'est pas encore sorti de publication, vous pouvez les mettre en ligne, mais cette fois-ci, il sera considéré comme un preprint. Il sera considéré comme une pré-publication. Et lorsqu'il sera publié, il va maintenant quitter la pré-publication et il sera maintenant un article publié. Quels sont les avantages du preprint? Lorsque vous soumettez un preprint, les autres scientifiques qui vont vous lire, ils vont vous envoyer des remarques et des recommandations que vous allez intégrer dans votre travail avant de les soumettre pour qu'ils puissent avoir un peu plus de chances d'être acceptés. Mais alors, le problème avec les preprints, c'est qu'il y a les risques que certains individus malins puissent voler vos recherches et publier avant vous. C'est ça le risque avec les preprints. C'est comme si vous êtes en train d'exposer votre travail avant qu'il ne soit publié. Et s'il y a quelqu'un souple
et qu'il les fasse publier avant vous, alors les crédits de cet article risquent de revenir vers la personne qui a publié la première. C'est ça donc les problèmes avec les preprints. Et comment vous savez les preprints? Ils se trouvent dans les plateformes comme le RXV, les BioRxiv. Et lorsque vous faites des citations, vous pouvez citer un preprint. Ce n'est pas défendu. Donc, si vous trouvez un beau document qui est preprint et qui est en train de parler de votre domaine, vous pouvez toujours citer ces documents-là. L'élément suivant, c'est le chapitre des livres que nous appelons les book chapter. Les book chapter, c'est un article qui est publié dans un livre académique et il est toujours d'usage de synthèse ou de contribution dans un ouvrage collectif. Je vais vous donner un exemple. Nous sommes dans cette formation une affaire de 15 personnes et nous disons, écrivons un livre. Et qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons définir 15 chapitres. Après avoir défini les 15 chapitres, nous allons nous distribuer ces chapitres. On va dire, c'était Isaac, prenez chapitre 1. Marino, chapitre 2. Monsieur Axel, chapitre 3. Tel, chapitre 4. Et chacun va écrire un chapitre avec tous les éléments, avec aussi une revue de littérature. Nous allons mettre ces articles ensemble et nous allons avoir un document, nous allons avoir un livre de 15 chapitres. Et ces documents-là, lorsqu'il sera publié, on va dire que nous avons créé un chapitre de livre que nous appelons encore un book chapter. Donc, un chapitre de livre, c'était un ouvrage collectif. Donc, plusieurs chercheurs ont parlé des thèmes donnés et les résultats, ils en ont créé un livre. Voilà. Alors, on peut avoir aussi d'autres catégories de publications. On peut avoir d'autres catégories de publications, bien sûr. Alors, ce sont là-bas les grandes catégories. Et je vous ai donné là-bas une petite synthèse où nous expliquons les types, nous expliquons les peer review, donc comment il est traité pour être accepté. Nous avons parlé de la longueur, de la rapidité, et nous parlons aussi du prestige. Alors, prenons le premier exemple, nous avons dit la revue ou le journal, les peer review est strict. Donc, c'est vraiment strict. Et la longueur, elle est longue. La rapidité de la publication, elle est lente. Donc, vous allez prendre longtemps. Le prestige est élevé. Donc, si par exemple, même chaque 2 ou 3 ans, vous êtes capable de produire une revue, alors ça suffit déjà comme chercheur. Nous avons les conférences, le peer review est modéré, la longueur est moyenne et c'est rapide. Les proceedings, nous avons dit, ils sont directement liés sur les conférences. Les preprints, nous avons dit, il n'y a pas de peer review. Pourquoi? Parce que c'est un document qui n'a pas encore été évalué par les pairs. Et le tout dernier, c'est les livres ou encore les chapitres. Les chapitres peuvent être évalués par des pairs et ça demande un peu plus longtemps pour qu'il soit produit et il a une longueur parfois très longue parce que c'est une combinaison de plusieurs chapitres. Alors, si vous êtes nouveau, n'est-ce pas? Vous êtes nouveau à recherche, si vous êtes nouveau à rédaction, n'allez pas déjà commencer par les revues. Si vous avez une équipe d'encadrement, si vous avez des individus qui peuvent vous encadrer, il est conseillé de commencer par les livres chapitres. C'est le niveau le plus bas par lequel un nouveau chercheur peut commencer.
Après ça, vous montez vers les conférences. Après les conférences, vous pouvez maintenant aller vers les revues ou encore les journaux. Alors, maintenant que nous venons de connaître les types de publications que vous pouvez faire, n'est-ce pas? Vous savez déjà, vous pouvez faire une revue, une conférence, un preprint ou encore un livre. Mais la question que nous avons soulevée le matin, elle n'est pas encore répondue. Je viens de faire une revue, je viens de faire une conférence, mais alors, où est-ce que je dois aller soumettre mon document? Une fois que j'ai fini mon document, je le soumets chez qui? Je le remets à qui? Voilà la grande question à laquelle nous allons répondre aujourd'hui. Alors, commençons d'abord par le classement des revues. Le classement des revues, nous avons deux grandes catégories de revues, les revues et classements. Nous avons la première catégorie, nous appelons les revues prédatrices. C'est quoi une revue prédatrice? Vous voyez déjà là-bas, nous avons les mots prédateurs. Hein. Dans un groupe aussi, on a toujours dit non, ce monsieur-là, c'est un prédateur. Alors, une revue prédatrice est une fausse revue scientifique qui prétend être légitime, mais qui cherche surtout à gagner de l'argent sans toutefois respecter les standards académiques, notamment les peer reviews sérieux. Voilà. Revue prédatrice, le premier objectif, c'est la recherche d'argent. Donc, ils sont en train de voir plus quoi? L'argent que la qualité académique. Alors, s'il arrive que vous vous retrouvez devant une revue pareille, sachez déjà que vous avez affaire à une revue prédatrice. Une revue prédatrice publie des articles contre paiement. Ça, il faut souligner. La publication est faite contre paiement. Sa vraie évaluation scientifique. Excusez. Alors, comment nous allons la connaître? C'est une revue qui accepte tous les articles. Vous leur demandez, j'ai fait mon article à géologie, je peux publier chez vous? Oui, amenez. J'ai fait mon article en anglais, lettres et civilisation. Je peux publier chez vous? Oui, amenez. Mon article, c'est en médecine. Oui, amenez. Si vous avez quelqu'un qui peut prendre tous les domaines, mettez déjà un point d'interrogation que vous risquez d'être devant un prédateur qui est en train de voir l'argent que vous allez payer et non pas la qualité de votre publication. Une autre caractéristique, elle ne garantit pas la qualité, mais aussi elle peut nuire à votre carrière académique. Nous allons voir comment une revue prédatrice peut nuire dans le temps à votre carrière scientifique. Alors, comment fonctionnent ces revues? Ce sont déjà, vous allez trouver qui vont chaque fois vous envoyer des emails. Chers chercheurs, nous avons lu votre travail. Est-ce que vous pouvez aussi publier chez nous? Donc, à chaque fois, vous avez des recommandations sur Facebook, sur YouTube. Là, déjà, mettez un point d'interrogation. 2. Elle propose une publication rapide. Voilà. Vous irez sur leur site web. Ils vont vous dire, vous déposez aujourd'hui et dans les 48 heures, votre article est déjà publié avec EDAOI. Aha. Là, il faut faire attention. Dans 2 ou 3 jours, qui aura lu votre travail? Qui aura évalué votre travail pour qu'il puisse dire qu'il est bon à être publié? Un autre élément, ce sont des revues qui demandent souvent des frais. On va te dire,
Pour publier chez nous, c'est 80 $. Publier chez nous, 70 $. Publier chez nous, 120 $. Là, il faut déjà mettre un point d'interrogation. Et le dernier élément, elle publie ton article sans vraie relecture. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est vraiment l'élément qui décourage par rapport à ces revues prédatrices. Donc, vous avez envoyé, ils vont prendre exactement ce que vous avez envoyé et ils vont faire quoi? Ils vont publier ça. En d'autres termes, même si tu as copié une chanson de Fally Ipupa que tu as mis dans ton texte, ça, ce n'est pas leur problème. Ils vont prendre les français là, mélanger du lingala, mélanger de quoi. Vous pouvez même y mettre une petite historiette, les corbeaux et les renards. Ça, ce n'est pas leur problème. Dans 48 heures, votre article est déjà comment? Publié, il est déjà en ligne. Vous vous frottez les mains, vous dites, j'ai déjà publié dans une revue internationale. Non, ce n'est pas une revue internationale, mais vous avez mordu la maison d'une revue prédatrice. Ne vous en faites pas. Nous pouvons aussi créer un site web que nous allons appeler Journal international des études appliquées de l'Inde. Voilà. On trouve un très bon nom et nous allons créer un site web. Nous allons commencer à faire la publicité. On nous envoie l'argent. Nous prenons tout ce que quelqu'un a écrit. Nous faisons quoi? Nous publions. Nous mettons sur le site web. Nous n'avons pas l'état de lire. Nous ne voulons pas savoir qu'est-ce qu'il a écrit. Ce qui nous intéresse, c'est quoi? C'est les montants là qu'il va payer. C'est les 50 $ là qu'il va nous payer, qui nous intéresse. Alors, là-bas, nous allons dire que nous avons été piégés, nous avons mordu la maison de quoi? D'une revue prédatrice. OK. Évoluons. Les signes pour connaître une revue prédatrice, nous avons dit acceptation très rapide, quelques jours, dans 2 ou 3 jours, c'est accepté. Pas de vrai père pour la révision, des emails flatteurs, des faux facteurs d'impact, des sites web de mauvaise qualité, des comités d'éditorial doutés ou inexistants. Alors, à côté des revues prédatrices, nous avons la deuxième catégorie, ce sont maintenant les revues indexées. Ce sont les revues indexées. Une revue indexée est une revue scientifique qui est répertoriée dans une base de données académique reconnue. Et cela va garantir sa visibilité, sa qualité et sa crédibilité. Donc, les revues indexées sont des revues qui sont reconnues, de sorte que lorsque vous dites « j'ai publié dans telle revue », tout le monde va dire « oui, cette revue, nous la connaissons, c'est une revue sérieuse et c'est une revue qui ne court pas derrière l'argent ». Alors, les principales bases d'indexation, nous avons plusieurs, mais ici nous allons retenir 3. Nous avons le Scopus, nous avons le Web of Science et nous avons le PubMed pour les études en médecine. Ces bases sélectionnent les revues selon des critères stricts. Une qualité scientifique, un comité éditorial sérieux, un processus de révision sérieux et une régularité de publication. C'est ça l'avantage des revues indexées. Alors, lorsque vous publiez dans une revue indexée, ça va permettre d'avoir une visibilité au niveau international, une reconnaissance académique, vous allez avoir des citations
et vous allez avoir une validation scientifique sérieuse. Alors, voici un tableau synthèse qui va vous aider de faire quoi? De reconnaître les revues légitimes. Il va aussi vous aider de connaître les revues prédatrices. Alors, les éléments qui sont là-bas, nous les avons déjà donnés dans le texte qui nous aident à connaître les prédatrices et les mauvaises revues. Alors, rapidement, les revues indexées peuvent aussi être classées selon les niveaux de qualité. Et les articles sont subdivisés à 4 groupes que nous appelons les quartiles. Nous avons les premiers quartiles, les deuxièmes, les troisièmes et les quatrièmes. Alors, dans les exercices, je vais vous montrer comment vous pouvez connaître les quartiles d'une revue. Mais alors, si vous publiez dans les premiers quartiles, c'est-à-dire vous êtes dans les top 25% dans les domaines dans lesquels vous avez publié. Les deuxièmes quartiles, vous êtes dans les 50%. Les qui 3, vous êtes dans les 75%. Et les qui 4, vous êtes au-delà du 75. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire, si vous êtes dans les qui 1, ça veut dire, dans les 100 articles de votre domaine, à terme de qualité, vous êtes dans les 25%. Vous êtes dans les 25 meilleurs articles de votre domaine si on considère 100 articles. Alors, ça veut dire un article de qui 1 est de qualité qu'un article de qui 4. Alors, ça, c'est l'explication que je vais te donner. Donc, par rapport à l'indexation, les meilleures revues se trouvent dans les qui 1. Et nous avons aussi qui 2, nous avons qui 3 et nous avons aussi qui 4, qui sont toujours des revues qui sont indexées. Donc, ça, c'est une subdivision dans les revues indexées. Alors, voici aussi notre synthèse. La publication dans les qui 1, elle est difficile, mais elle possède un grand impact. Comme je vous disais, si nous sommes débutants dans la publication, alors il est préférable de commencer par qui 4 et vous allez monter progressivement au fur et à mesure que vous serez en train de grandir en recherche. Voilà. Alors, nous allons prendre quelques exercices. Nous venons de beaucoup parler. On va maintenant prendre quelques exercices. Nous allons voir comment on peut faire ceci, comment on peut faire cela. Commençons d'abord par les tout premiers éléments. Essayons de voir d'abord comment on va trouver les revues prédatrices. N'est-ce pas? Par exemple, vous voulez publier dans une revue. La première question à vous poser, est-ce que ma revue est prédatrice ou est-ce que ma revue est une revue correcte? Alors, je vais arrêter le partage ici. Nous allons dans le web. Voilà. Avant qu'on ne passe à la partie pratique, si quelqu'un a une préoccupation, il peut la poser, mais si la préoccupation concerne la partie pratique, alors vous pouvez carrément attendre qu'on passe d'abord à la partie pratique. Mais si vous avez un élément, un ajout qui n'est pas lié à la pratique, vous êtes toujours libre de lever la main. Alors, voici deux possibilités. La première possibilité, nous pouvons carrément lancer une requête où nous allons carrément écrire revue. On peut par exemple aller en anglais. On va dire Preda
Predatory Journal List 2026. Voilà, et nous lançons la recherche. Voilà. Oh, ok, j'ai lancé dans une autre fenêtre. Je reviens dans la fenêtre ici où nous sommes et je lance la requête. Voilà, au lieu de me faire plusieurs listes. Et laisse-moi prendre cette liste qui dit qu'elle présente les prédateurs de 2000 jusqu'à 2025. Je vais cliquer sur liste et on m'amène deux options. Nous avons les publications des livres et nous sommes plus intéressés par les journaux. On dit des Predatory Journal List 2025. Lorsque nous allons cliquer, nous patientons et il est en train de nous charger la liste des articles qu'il considère comme des articles de revues prédatrices. Et voilà, 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 voilà. La liste là-bas, elle est longue. Je vous envoie ces liens. Donc, s'il arrivait que vous publiez avec un de ces journaux, alors vous êtes en train d'utiliser une revue prédatrice, une revue qui n'est pas reconnue dans la liste des revues qui sont dans les standards de publication au niveau international. Ne vous faites pas tromper par les noms. International Journal of America, non. Que le nom de la revue ne vous fasse pas peur, non. Vérifiez d'abord, est-ce que l'endroit où j'aimerais vérifier, est-ce que ce n'est pas une revue prédatrice qui est derrière quoi? Mon argent. Alors, je vous partage ces liens, comme c'est beaucoup, comme ça, vous aurez le temps de l'exploiter et vous pouvez aussi garder ça et vous pouvez chaque fois venir parce que ça, c'est la liste de 2025. L'année prochaine, on va aussi produire une nouvelle liste. Donc, avant de publier, faites d'abord quoi? Venez d'abord vérifier si votre article ne va pas tomber entre les mains de prédateurs qui sont derrière votre argent. Vous pouvez prendre un exemple. Si vous avez par exemple un texte, vous avez déjà généré un texte, vous choisissez un de ces individus. Demain, il va vous écrire que votre article a déjà été accepté et il va vous donner les directives pour envoyer l'argent. Ça, si vous essayez, si vous n'avez jamais essayé, vous pouvez essayer ça et je vous assure que dans les 12 heures, dans les 24 heures, vous aurez une lettre, vous aurez un certificat qui va dire que votre article est accepté et on sera en train de vous expliquer comment vous pouvez transférer l'argent. Et si réellement vous voulez faire un travail scientifique et digne de nom, alors nous vous déconseillons d'utiliser les individus ici qui sont plus derrière l'argent que la qualité du travail. C'est vrai, parmi ces individus, vous pouvez trouver certains qui sont quand même sérieux, qui vont prendre même 2 semaines ou 1 mois, qui vont peut-être même lire votre article et vous donner des recommandations. OK, là, c'est mieux, c'est quand même acceptable. Mais lorsque vous avez affaire à un individu qui vous informe que votre article est accepté sans avoir fait un feedback, alors arrêtez, n'envoyez plus votre article là-bas. Voilà donc le premier exemple qui nous montre comment nous pouvons connaître la liste des articles, la liste des journaux qui sont considérés comme
des revues prédatrices pour l'année 2025. Voilà, la liste est vraiment très, 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 très longue. Je ne sais pas même si elle s'arrête à combien. Nous sommes déjà à 2000 quelques, mais tous ces individus, ce sont des individus à qui on ne fait pas totalement confiance vu leur manière de travailler. Alors, comme nous venons de voir comment les revues prédatrices se présentent, nous pouvons maintenant passer à la deuxième étape. Nous voulons maintenant voir les revues qui ne sont pas prédatrices. Comment nous allons les connaître? Comment nous saurons que telle revue est correcte? Nous avons dit que nous possédons des bases de données dans lesquelles se trouvent les noms et les détails des revues qui sont reconnues au rang international. Et pour y arriver, nous avons un de ces sites, nous l'appelons le scopus.com. Scopus.com, il va nous aider à trouver si un article est correct ou s'il n'est pas correct. Alors, nous y allons. Revenons ici et allons dans scopus.com. Voilà. Vous allez dans scopus.com. Une fois vous serez dans scopus.com, vous venez ici, vous cliquez sur source. Vous cliquez sur source. OK? Alors, lorsque vous cliquez sur source, on va vous amener une autre fenêtre et vous allez remarquer, on fait quoi? On vous donne déjà la liste des articles qui sont reconnus. Et à côté de ces articles reconnus, on est en train de vous donner aussi ce que nous appelons les percentiles. Voyez ici, c'est les percentiles. Et par exemple, on nous dit, l'article ici, CA, CACER, Journal of Clinician. Le journal ici, il a un percentile de 99%. Qu'est-ce que cela signifie? C'est-à-dire, sa qualité est de 99% dans le domaine des CACER. Par exemple, vous êtes en train de faire vos recherches à CACER et vous voulez trouver une revue de haute qualité, alors vous pouvez venir vers cette revue. Pourquoi? Parce qu'elle a un quota, elle a une qualification de 99%. Alors, si nous prenons ce que nous avons dit avant, nous avons parlé de qui 1, nous avons parlé de qui 2, nous avons parlé de qui 3. Donc, un journal, une revue qui a un pourcentage de 99%, il se trouve dans la première catégorie. Pourquoi? Parce qu'il a les pourcentages les plus élevés. Donc, il est dans qui 1. Mais alors, supposons maintenant que j'ai les noms de la revue et j'aimerais venir vérifier si cette revue se trouve dans cette base de données. Si ma revue est reconnue. Alors, il y a plusieurs possibilités. La première possibilité, vous voyez ici, nous pouvons chercher par titre. Je peux cliquer là-bas sur titre. Et je vais par exemple mettre IEEE. Je connais une revue qu'on appelle IEEE Access. Elle est là-bas. Je vais cliquer. Et voilà. Elle est là-bas. Elle vient d'être trouvée. On me dit oui. IEEE Access, c'est une revue qui est reconnue. Et elle est comment? Et elle possède 90%. C'est-à-dire elle se trouve dans les premiers 25% à terme de qualité. En d'autres termes, si vous publiez là-bas, alors vous avez publié dans la plus haute revue
du domaine dans lequel vous êtes. Donc, vous avez trouvé une revue, vous voulez publier dans cette revue, première chose, allez dans la liste des revues prédatrices. Vous cherchez. Si vous ne les trouvez pas, c'est déjà bon, c'est déjà un beau signe. Venez dans la base Scopus, cherchez votre article là, cherchez votre revue là et essayez de voir sa classification, sa valeur scientifique à recherche. Et les pourcentages qu'on va vous donner va vous permettre de savoir si votre revue est dans quel quartile. Voilà. OK? Et je pense, nous allons tous faire des exercices chacun. Si par exemple, vous aviez une revue à tête ou vous voulez publier, vous pouvez toujours aller voir est-ce qu'il n'est pas dans les revues prédatrices. S'il n'est pas là, vous revenez. S'il est indexé, il a quelle qualité à terme de recherche et de qualité de publication. Voilà, nous pouvons évoluer. Est-ce qu'on peut avoir un OK pour accepter qu'on évolue et qu'on est ensemble? Voilà, merci beaucoup Jacques pour la confirmation. Alors, l'élément suivant, nous venons de voir comment on va trouver les prédateurs. Nous venons de voir comment on va savoir qu'on n'est pas avec un prédateur. Mais maintenant, il y a aussi un autre problème. Vous allez me dire, mais nous sommes nouveaux. Comment nous allons connaître qu'il y a tel journal, il y a tel journal, il y a tel journal? Comment nous allons savoir? J'ai fini mon article. Comment je peux savoir le journal qui peut publier mon article? Pas de souci, ne vous en faites pas. Je vous partage ici des sites web qui vous permettent de trouver la meilleure revue pour votre article. Voilà, je vais vous les partager. Il y a le premier, c'est avec Elsevier. Elsevier qui est aussi parmi les grands à publication. Le second, c'est avec Springer, qui est aussi parmi les grands. Nous avons aussi Wiley, nous avons MDPI et nous avons un autre qui est général. Alors, supposons que vous dites non, j'aimerais aussi avoir une publication dans Springer. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous venez, vous prenez Springer et vous prenez les liens là qui concernent Springer. Alors, je viens avec ces liens, je les colle là-bas. Et je fais quoi? Je patiente et on vous ouvre ce qu'on appelle le Journal Finder. Le site web ici va vous aider à trouver un journal approprié. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous demande d'ajouter votre abstract ou encore votre synthèse. C'est sur base de cette synthèse qu'il va trouver la revue qui est appropriée. Alors, juste quelques secondes, je vais prendre un abstract, mais aussi, si quelqu'un a aussi un abstract, il peut nous l'envoyer dans le chat. Comme ça, nous pouvons chercher la revue sur base de son abstract. Mais s'il n'y a pas, alors, sinon, je vais prendre un de mes abstracts. Alors, vous patientez un peu, je suis en train de chercher un abstract. Et là, nous supposons que vous avez déjà fini la rédaction de votre article. Alors, vous êtes à la phase de rechercher une revue qui peut vous aider à faire quoi? À les publier. Alors, je viens de copier un de mes abstracts et je reviens et je vais les coller là-bas. Voilà. Je viens de prendre un abstract pour un article que j'ai déjà fini et je le mets dans Journal Finder. Et je vais cliquer sur Find Journal. Trouve-moi un journal. Et je vais patienter. Il est en train de faire sa magie.
Et voici les journaux qu'il fait quoi? Qu'il me propose. Il me dit, sur base des éléments que vous avez donnés, voici les journaux qui peuvent accepter votre article, des journaux qui peuvent traiter votre article sur base de votre abstract. Il me dit par exemple, prenons les seconds ici, je le trouve très intéressant, celui-ci. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit c'est Journal of the Indian Society of Remote Sensing. Et on me dit la première décision, ça c'est important, la première décision, je peux l'avoir après 20 jours. Donc après 20 jours, je peux déjà savoir si mon article sera traité, oui ou non. S'il vous intéresse, vous le choisissez. S'il ne vous intéresse pas, vous faites quoi? Vous continuez à défiler jusqu'à ce que vous allez trouver celui qui va vous intéresser. Et la même chose que nous venons de faire, vous pouvez faire cela avec les différents outils que je vous ai remis. Maintenant, une petite remarque. Vous allez constater que celui-ci, parce que c'est un Finder, c'est un journal Finder de la maison Springer, il va seulement avantager les revues de Springer. Vous comprenez? Donc, il ne va pas aller vers les autres revues. Alors, si vous voulez prendre toutes les revues sans préciser la revue exacte où vous voulez publier, alors vous pouvez prendre les derniers liens que je vous ai donnés. Lui, il est indépendant. Parce que si vous voyez les résultats qu'on nous a donnés ici, si vous essayez de voir les résultats qu'on nous a donnés, tous les résultats sont de la même maison de publication. Tous ces articles que vous avez, ce sont des articles de Springer. Donc, il reste dans quoi? Il reste dans sa maison de publication. Mais comme je vous ai dit, nous voulons essayer avec plusieurs maisons de publication. C'est pourquoi nous allons essayer avec quoi? Nous allons essayer avec research.life qui n'est pas lié à quoi? Qui n'est pas lié à une maison de publication. Et d'ailleurs, vous allez constater que pour celui-ci, il ne va pas seulement demander l'abstract, il va vous demander les documents complets. Et sur base du contenu de votre document complet, il va savoir quel journal va convenir pour votre publication. Voilà, continuons. Nous venons de voir comment on va trouver une revue, n'est-ce pas? Le tout dernier élément, bon, peut-être avant même de passer à la lettre de soumission, nous pouvons voir aussi comment on va trouver une conférence. Par exemple, vous voulez publier dans une conférence, voici l'élément que vous pouvez écrire pour faire la recherche. Nous sommes ici. Je peux par exemple dire upcoming conference, par exemple, IEEE conference. Je dis, quelles sont les conférences qui seront bientôt organisées, n'est-ce pas? Et par exemple, je peux venir dans ces premiers liens et on va me présenter toutes les conférences. Vous voyez, nous avons là-bas une liste de conférences. Et dans cette liste de conférences, vous pouvez défiler et vous allez voir la conférence qui vous va mieux. Par exemple, vous voulez aller aux États-Unis, alors vous vous focalisez sur quoi? Sur location. Vous prenez les conférences qui seront peut-être en États-Unis, les conférences qui seront en Inde, et vous avez là-bas une très longue liste de différentes conférences qui sont en train d'être préparées pour cette année 2026. Alors, l'élément suivant, comme je vous disais,
nous avons déjà une revue. On vient de choisir la bonne revue. Et la dernière étape, nous voulons maintenant écrire une lettre qui va accompagner notre article. Et en anglais, nous l'appelons cavaletta. Donc, une lettre qui accompagne votre article. C'est une lettre très importante. Pourquoi? Parce qu'elle explique à l'éditeur pourquoi votre article peut être considéré parmi les autres articles au monde. Quelle est sa nouveauté? Quel est son apport? Pourquoi vous pensez que l'article est bon et qu'il peut être considéré parmi les autres articles? Alors, laisse-moi ouvrir l'exemple du Cavaletta et nous allons l'exploiter ensemble. Et après, je vais vous partager ce modèle. C'est un modèle que vous pouvez utiliser lorsque vous allez publier. Vous allez seulement modifier certains éléments et vous allez utiliser les mêmes modèles. Alors, patientez, je vais repartager mon écran vers les documents à question. Voilà. Je viens de partager un fichier web qui a pour titre rédiger une lettre de soumission que nous appelons encore le cavaletta. On nous dit la lettre, le cavaletta, est une lettre qui est cruciale. Ça ne s'affiche pas chez vous, Sylvain? Moi, chez moi, ça va. Il est là. Oui. Essayez, Sylvain, essayez de vous reconnecter. Peut-être ça va s'afficher. Ok, très bien. Ça va déjà bien chez Sylvain. Alors, nous disons, le cavaletta est une lettre cruciale. Il y a qui a encore un problème. Ok, laissez-moi repartager. Peut-être ça va résoudre les problèmes pour nous tous. Ok, je viens de repartager, c'est en cours. Voilà, je pense qu'il est maintenant visible chez tout le monde. Alors, nous sommes en train de parler du cavaletta. Nous disons, c'est une lettre importante. Elle va présenter votre article à l'éditeur et il explique pourquoi il correspond à la revue. Elle doit être concise, n'est-ce pas? Elle doit être professionnelle et elle doit être persuasive. La structure recommandée, vous avez une en tête où vous parlez de vous-même, l'objet, une introduction sur le manuscrit, les résumés 3 à 5 phrases des problèmes, des méthodes principales, des résultats clés et des nouveautés, une adéquation avec la revue. Pourquoi cet article correspond au scope et à l'audience de la revue? Et enfin, vous pouvez finir par une déclaration éthique qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt, il est original, vous n'avez pas utilisé l'IA. Alors, je vous ai donné ici un exemple. Nous avons ici un exemple où vous pouvez maintenant changer les éléments de votre article. Par exemple, au nom de mes co-auteurs, je vous soumets le manuscrit intitulé, vous mettez le nom de votre manuscrit. Pour examen, avis d'une publication dans les noms de la revue, attaque article de recherche original. OK? Cette étude examine, il examine quoi? Vous dites ce qu'il examine, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, je vous ai donné ici 2 exemples. Je vous ai donné le premier exemple qui est là-bas, il est en français.
Et je vous ai donné un deuxième exemple qui est en anglais. Parce que je me dis, il peut y arriver peut-être que vous allez soumettre dans une revue à langue anglaise. Alors, essayons de voir la première partie ici qui est en français. Nous disons, monsieur, madame le rédacteur en chef du nom de la revue, l'objet, c'est soumission d'un manuscrit pour évaluation. Et nous mettons les noms du manuscrit. Et nous allons dire, j'ai l'honneur de vous soumettre au nom de mes co-auteurs notre manuscrit intitulé, c'est là, avis de son évaluation pour une éventuelle publication dans la revue Spatial Information Research. Dans cette revue de littérature, nous proposons une analyse comparative complète. Donc là-bas, nous sommes en train de dire qu'est-ce que nous avons fait. Après, si nous sautons ici, nous allons dire, nous pensons également à revue les principaux agents de données. Là, nous continuons à dire ce que nous avons fait. Pourquoi il est intéressant, pourquoi il est important? Nous estimons que cette revue de littérature présentera un intérêt majeur pour les chercheurs et les praticiens. Là, nous disons quel sera l'intérêt de notre publication. Et nous avons dit, les manuscrits n'ont été ni publiés, ni soumis à une autre revue, et tous les auteurs ont lu et approuvé son contenu. Nous avons par ailleurs respecté l'ensemble des directives éthiques applicables aux articles de synthèse. Nous espérons sincèrement ici de suite. Nous vous remercions par avance pour l'attention que vous porterez à notre soumission. Voilà donc un modèle d'une lettre que nous allons vous remettre. Vous pouvez toujours modifier son contenu. Et dans ma première présentation, je vous ai déjà appris le one shot. Donc, si vous avez déjà aussi, vous voulez écrire cette lettre, vous prenez cette lettre, vous l'accompagnez de one shot et vous dites ce que vous voulez faire et il va vous modifier cette lettre à quelques secondes selon la revue où vous voulez aller publier. Alors, pour finir, n'est-ce pas? Pour finir, la recommandation que je vais vous donner, c'est celle-ci. Mieux vaut publier un article par an un article par an qui est indexé que d'en publier 10 que vous avez envoyés dans des revues prédatrices. Prenez votre temps. La recherche, c'est un processus qui demande du temps. Ne construisez pas sur le sable. Construisez sur une fondation qui est solide. Alors, lorsque vous allez commencer donc votre chemin, votre processus vers la publication, chers amis, soyez patients. Soyez patients. Ne soyez pas découragés lorsqu'on va refuser, lorsqu'on va rejeter votre premier article, on va rejeter le deuxième. Ne soyez pas découragés. Les moments venus, vos articles seront acceptés. Un dernier élément. Certaines personnes pensent que les articles indexés sont chers, mais c'est le contraire. Les articles indexés, une bonne partie d'entre eux vont publier vos articles gratuitement. Ensuite, nous sommes dans un pays qui est en voie de développement. Même ces articles, ces revues qui vont demander l'argent, il suffit d'écrire que vous êtes Congolais et vous n'allez pas payer. Lorsque les autres sont en train de payer de $2,500, de $4,000 pour les articles, vous allez payer $0. Voilà un autre élément de plus de motivation qui vous dit non, les efforts que vous êtes en train de faire pour écrire des articles, rassurez-vous que ces efforts seront récompensés dans de bonnes revues indexées. Voilà. Merci beaucoup pour avoir suivi cette présentation.
Je remets la parole au modérateur pour qu'il puisse nous dire ce qui va suivre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup pour cette brillante présentation. Et je pense que nous allons prendre des questions, s'il y en a. Et je suis sûr que tout le monde maintenant sait comment publier et quel est le processus. Alors, nous allons prendre des questions parce que, en fait, notre dernier module, c'est une session pratique. Je pense que nous sommes déjà dans les derniers modules d'ailleurs, en train déjà de faire pratique pour chercher des revues ou publier, et ainsi de suite. Et depuis hier, nous avons commencé à réaliser de pratiques. Alors, nous y allons d'abord avec des questions. Je vois M. Emmanuel qui a levé la main. Vous avez la parole. Monsieur Emmanuel, vous avez la parole, s'il vous plaît. Attendez, vous m'entendez maintenant? Ah. Vous m'entendez, je pense. Oui, je pense que vous m'entendez, Monsieur Forest. Allô? Est-ce que vous m'entendez? Nous écoutons, nous attendons, M. Manuel. D'accord. J'ai remarqué que, bon, d'abord, j'ai aimé l'exposé, c'était très génial. Bon, en fait, je me suis rendu compte que M. Forest, vous êtes en train de donner presque quasiment tous les exemples en anglais. Je voudrais savoir, lorsque vous publiez, lorsque nous publions, lorsqu'on doit publier pour obtenir une bonne audience, est-ce que c'est important seulement de le faire en anglais? Autrement dit, pour nous les francophones, si nous publions en français, mais nous utilisons le IA pour la traduction, est-ce que cela peut être conseillé? On peut faire comme ça, on peut procéder de cette manière-là, ou simplement, quand on veut publier en anglais, il faut tout simplement améliorer son anglais. Voilà, donc j'ai posé deux questions à la fois. Est-ce que c'est important de publier beaucoup plus en anglais pour avoir une bonne audience? Ça, c'est la première question. Deuxième question, si on est francophone, on publie en français, mais on veut la traduction, on procède par les IA. Est-ce que c'est conseillé ou il faut tout simplement améliorer son anglais? Voilà mes questions. Merci beaucoup pour les questions, M. Emmanuel. Monsieur le présentateur, vous avez la parole pour apporter des éléments de réponse. Alors, monsieur le présentateur n'est pas peut-être là. Je suivis les questions d'Emmanuel, mais c'est la deuxième que j'ai bien suivie. La première, il pourra peut-être la répéter pour que nous puissions essayer d'y apporter des éléments de réponse. Alors, monsieur Okay. Oui, oui. Oui, comme ça, je pose directement la première question. J'ai dit ceci. Je me suis rendu compte que M. Forest a donné plus que la quasi-totalité de ses exemples en anglais. Maintenant, je veux savoir, est-ce que pour avoir une bonne audience, pour que l'article soit, pour que l'œuvre présentée, pour que disons, le travail soit lu par beaucoup de gens, est-ce que c'est important de le faire seulement en anglais? C'est ça la première question. Voilà, merci beaucoup pour la question. Alors, aujourd'hui, au XXIe siècle, j'ai lisé un rapport de, je crois, c'est OCDE, ou bien la Banque mondiale, qui malheureusement nous interpellait et disait qu'au XXIe siècle, l'illettré, je m'excuse en tout cas du concept, mais ce n'est pas à moi, je m'emprunte le mot de la Banque mondiale, c'est celui qui ne parle pas anglais et qui n'utilise pas l'ordinateur.
Qu'est-ce que je veux dire ici? Je ne vais pas dire que nous sommes illettrés, nous les francophones, mais tout simplement, je veux dire que si on prend les statistiques, on voit que la langue la plus lue au monde aujourd'hui, la plus utilisée, c'est l'anglais. C'est que certains même des amis qui partent étudier en France défendent leur thèse, leur mémoire en anglais. J'ai un ami qui fait son master maintenant en Belgique, un pays francophone, mais il a dû faire plus de 6 mois en Ouganda pour se préparer dans des formations en anglais. Donc, ce qui signifie que l'anglais devient incontournable dans la science. Et si vous allez sur le net, chaque jour, des milliers d'articles en anglais sont publiés comparés à ceux en français. Bon, déjà, M. Forest a montré l'exemple. Tous ces exemples, c'était presque en anglais. Moi, tous mes articles que j'ai écrits, si c'est moi en anglais, je n'ai jamais écrit en français. C'est que nous-mêmes, francophones, nous écrivons parfois en anglais. Nous pouvons lire des articles en anglais. Ce qui signifie que ce n'est pas une obligation. Mais pour avoir une audience plus large, ou même le francophone qui parle peu anglais va vous lire, et beaucoup d'anglophones à travers le monde vont vous lire, c'est de publier en anglais. Et la plupart des revues, effectivement, publient en anglais. Donc oui, pour avoir une audience plus large aujourd'hui, on peut publier en anglais parce que c'est la langue la plus parlée au monde actuellement. Et maintenant, par rapport à la deuxième question, est-ce qu'il faut apprendre l'anglais? Oui, c'est très important qu'on apprenne l'anglais, qu'on améliore l'anglais. Mais maintenant, est-ce qu'en attendant, c'est possible qu'on utilise des outils IA pour traduire? Oui, oui, on peut utiliser. Par exemple, on peut utiliser DeepL pour traduire. J'écris dans les chats. Sorry, je vais écrire dans les chats. DeepL, vous pouvez l'utiliser sans problème pour traduire. Mais, Monsieur Emmanuel, la grande difficulté, c'est que quand on traduit un texte d'une langue à une autre, si on n'a pas la maîtrise de l'autre langue, là, parfois la traduction ne colle pas bien. Donc, vous devez relire, approuver cette traduction-là. Et pour ça, il faut déjà comprendre ce que vous avez traduit. Ce qui signifie que à la base, il est vraiment important qu'on apprenne à parler anglais, ou bien qu'on ait quand même dans son entourage déjà qui parle anglais. Je peux traduire avec des outils IA et maintenant soumettre à quelqu'un qui a déjà rédigé des textes scientifiques en anglais pour dernière retouche. Voilà un peu par rapport à cette question. Je ne sais pas si M. Forest est déjà là et qui peut apporter des réponses supplémentaires. M. Forest? Oui, je suis là. En tout cas, vous avez déjà presque tout dit. Mais comme nous sommes francophones, nous allons chercher une liste de revues indexées où vous pouvez publier en français entre-temps, l'état d'apprendre l'anglais, l'état de faire ceci ou cela. Si vous avez déjà des articles qui sont déjà prêts, alors vous pouvez déjà les lasser dans ces articles francophones, dans ces revues francophones. Nous allons chercher. Il y a un ami qui avait envoyé dans un groupe une liste de revues où on peut publier en français. Je ne me souviens plus si c'est dans quel groupe, mais nous allons les chercher et nous allons les partager avec vous. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Forest, pour cette réponse et pour la liste. Nous vous remercions d'avance. Est-ce qu'il y a d'autres préoccupations, s'il vous plaît? Parce qu'en fait, comme on disait, notre dernier module, c'est des échanges. Et donc, nous nous lançons déjà dans les échanges. Vous pouvez poser des questions du début jusqu'à la fin. Et nous passons que jusqu'à 21h30. Nous pourrons épuiser cela et clôturer cette session ici. Alors, on a insisté sur la qualité de là où on publie.
mais aussi sur la réputation du chercheur. Je remercie ici tout le monde qui a déjà créé ce compte, son compte et son numéro au site, parce que vos publications seront désormais associées à cela. Ceux qui ont déjà des profils Google Scholar, ceux qui ont des profils ResearchGate, je vous remercie beaucoup. Et je suppose aussi que chacun d'entre nous a déjà un sujet où il compte rédiger un article et qu'il a déjà produit les drafts avec Grail. Ces drafts qui peut être amélioré maintenant par d'autres outils. Alors, j'ai vu la main de Monsieur Yves. Vous avez la parole. Ok, merci beaucoup. En tout cas, je suis content de tous les 3 jours qu'on vient de penser ensemble. On a eu assez de choses nouvelles. Alors, oui, on comprend que nous avions en fait assez de lacunes. Alors, c'est vraiment bien pour nous avoir ouvert. On a eu quand même beaucoup d'orientation. Mais bon, ma question, c'est juste une recommandation, une demande. En fait, oui, c'est vrai, nous avons vraiment nous sommes à un niveau inférieur par rapport à des publications, ça c'est vrai. On a eu juste à publier, c'est vrai, des revues qui ne sont pas qui n'ont pas disons, des grands impacts. Alors, je disais, dans le cas présent, est-ce qu'on peut vous contacter peut-être de temps en temps, quand quelqu'un a déjà un texte, peut-être on peut voir maintenant comment on peut entrer, parce que c'est vrai, on a vu des exemples, on a vu des sites sur lesquels il faut chercher ceci ou cela. Peut-être que ça peut maintenant demander que, bon, à un moment donné, on puisse avoir quand même de temps en temps, vous consulter pour qu'on puisse avoir assez d'orientation, pour que maintenant on puisse continuer dans la bonne voie. C'est juste ça ma préoccupation. Merci. OK. Alors, merci beaucoup pour cette préoccupation. Nous vous assurons 100% que c'est Salem est à votre disposition et que nous pouvons donc répondre à vos préoccupations. Si nous le pouvons, dans la mesure où nous le pouvons, en tout cas, nous serons disponibles pour échanger avec vous parce que cela nous permet aussi, de notre côté, de grandir et de contribuer à l'avancement des connaissances, l'avancement des pratiques. En tout cas, nous sommes à votre disposition sans faute. Ok, merci beaucoup. Merci. Dans les chats, il y a Monsieur Abdul qui dit qu'il ne s'est pas encore créé son compte. Ça, c'est quel compte? C'est votre numéro ORCID, votre profil ResearchGate ou bien votre profil Google Scholar? Lesquels? Profil ResearchGate, Google Scholar, ORCID, s'il vous plaît, précisez. Alors, il dit qu'il ne s'est pas créé le tout. Alors, Monsieur Forest, est-ce que vous pouvez partager votre écran et que l'on visite la plateforme ORCID? Ok, j'y vais. Un instant, je partage ma page. Ok. Voilà. Il suffit de mettre dans le navigateur, vous écrivez ORCID. Après avoir tapé ORCID, vous allez prendre le tout premier lien qui va se présenter. Vous allez dans ORCID. Et voilà, à ce niveau, si vous avez déjà un compte, vous pouvez chercher là-bas par le nom ou par le numéro. Il va vous trouver votre compte.
Mais si vous n'avez pas encore un compte, alors ça va demander que vous puissiez vous enregistrer. Alors, après vous avoir enregistré, après avoir créé un compte, alors on va vous générer un numéro ORCID. Par exemple, si on vous dit, si vous n'avez pas de numéro, alors on va dire enregistrer un numéro. Et on va vous donner des étapes que vous allez suivre. On va vous demander votre nom, vos informations. Et ces 5 petites étapes de 1 à 5, lorsque vous allez finir, il va vous générer un nombre. Et ce nombre-là, c'est lui que vous allez considérer comme votre numéro hors CID. Voilà, Monsieur Abdul, la procédure que vous allez utiliser pour créer votre compte. Et comme je vous le disais, ce compte, une fois que vous l'avez créé, vous pouvez directement l'ajouter aussi dans votre profil. Lorsque vous postulez pour un travail dans votre CV, vous pouvez déjà mettre ce compte-là, de sorte que si vous postulez pour un travail et on veut voir en recherche comment vous vous débrouillez, on va seulement chercher sur base de votre numéro hors CID et il va directement donner toutes les informations en rapport avec vos recherches scientifiques. Voilà. Ok, merci Abdul. Merci beaucoup aussi pour cette explication claire. Par rapport à Google Scholar, c'est très facile aussi. Il suffit d'avoir une adresse mail Gmail fonctionnelle. Vous rentrez sur Google Scholar et créez votre compte. Cliquez créer votre compte et là, vous mettez vos identités en tant que et vous aurez déjà votre compte Google Scholar sans problème. C'est seulement le compte ResearchGate qui exige une adresse mail professionnelle. Qui exige une adresse mail professionnelle. Et ici, il faut avoir une adresse, par exemple, abdul@seisalun.com, abdul@monusco.com, abdul@ je ne sais pas, unikin.com. C'est seulement pour ResearchGate. Mais pour le reste, vous pouvez utiliser votre adresse mail sans beaucoup de difficultés. Donc, vous n'avez pas à vous affaire à ce niveau-là. Pour toutes les autres plateformes, c'est très facile, à part ResearchGate qui peut vous exiger des comptes professionnels. D'ailleurs, je pense à l'avenir, Seisalun, en tant que plateforme, on va, dans la mesure du possible, vous fournir, pour ceux qui participent régulièrement avec nous, des adresses mail professionnelles Seisalun, pour que vous soyez identifiés à notre communauté Seisalun et que vous puissiez les utiliser pour créer vos profils. Parce qu'en fait, comme on disait, un profil de chercheur renforce votre crédibilité dans votre domaine. Parce qu'en fait, on ne publie pas seulement pour avancer à grade ou bien pour défendre son mémoire. On publie aussi pour renforcer sa notoriété dans ce domaine. Et ça, c'est un élément très crucial, très capital quand vous êtes un chercheur. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît? Nous avons jusqu'à 20h30, on a encore 18 minutes de discussion. Monsieur Axel. Oui, bonsoir, monsieur Carmendo. Nous sommes en train de suivre, mais moi, je suis en train de faire
une suggestion. Quand vous venez de nous donner l'importance de l'anglais, mais l'anglais que nous étudions dans nos universités ou dans nos centres au niveau du Congo, ici de la RDC, des fois, c'est vraiment rudimentaire. Est-ce que dans les suggestions, vous ne pouvez pas aussi nous organiser des modules un anglais là est plus ou moins supérieur qui serait adapté à la recherche et peut-être aussi une autre formation comme on vient de faire pour l'IA, qu'on fasse aussi une formation de autant de jours ou même de semaines, mais qu'on ait quand même un anglais aussi pour qu'on soit compétitif parce que on a accepté cette formation parce que nous avons des ambitions et essayer de nous accompagner, programmer aussi une session d'anglais qui pourra nous être quand même, quand on sera dans des grands forums, on sera capable d'être compétitif. Voilà, c'est ça la question. Voilà, c'est merci ça beaucoup. Ok, merci beaucoup, M. Axel, pour cette préoccupation. Est-ce que c'est ça le j'ai aussi à renforcer les compétences de ses membres en anglais parce que ça devient important, surtout l'anglais académique, parce que ce qu'il faut préciser, il y a de l'anglais et de l'anglais académique. Alors, c'est une très bonne préoccupation. Je ne sais pas répondre par oui ou non maintenant, mais je sais que c'est possible. Nous allons discuter avec nos équipes sur cette faisabilité-là, parce qu'effectivement, notre objectif, c'est d'accompagner la communauté dans la recherche, dans la technologie. Et si cela exige que nous puissions passer par de l'anglais, en tout cas, je ne vois pas où cela, à mon niveau, pose problème. C'est que très bientôt, nous vous reviendrons avec une réponse claire à cette préoccupation. Et je vous invite à suivre notre chaîne dans Seysalem pour avoir des informations en temps réel et ne pas perdre des informations. Comme parfois, nous ne savons pas vous écrire à vous tous au même moment, inbox. Nous postons des informations sur notre chaîne Seysalem et là, vous pouvez trouver des informations. Peut-être que l'organisation d'une formation en anglais passera par Seysalem. Et je viens de partager dans notre forum les liens vers le groupe, vers la chaîne Seysalem. Et je vous invite à cliquer et à suivre notre chaîne pour ne pas manquer d'informations nécessaires. Merci, Monsieur Axel. Merci, nous allons attendre la suite, mais c'est une nécessité. Et merci beaucoup. Nous atteindrons compte également de notre côté et voir comment travailler très rapidement. Monsieur Isaac. Ouais, merci, monsieur le prof, pour la parole et merci également pour tous les exposés. Et j'ai deux questions, mais avant de poser mes questions, je reviens sur la demande de monsieur Alex par rapport à la formation en anglais. Là, je voulais aussi proposer si il peut y avoir un outil IA que vous pouvez nous trouver, nous recommander, qui